Merci. D'abord, merci Monsieur le Président de votre invitation à nous convier. Je souhaite vous remercier ainsi que l'ensemble des présidents de fédérations ici présentes pour ce que vous mettez en place avec vos équipes, avec l'ensemble des bénévoles. Et les fédérations de pêche sont pour nous un acteur incontournable dans nos comités de bassin. Et je salue les représentants et les membres des comités de bassin ici présents, celui d'Our-Garonne, mais également des autres bassins. Parce que c'est aussi des acteurs qui nous permettent parfois d'avoir des positions conciliantes. Et on sait qu'aujourd'hui, l'enjeu sur l'eau, si on ne veut pas de la guerre de l'eau, il faut qu'on puisse en discuter, il faut qu'on puisse poser les débats, il faut qu'on puisse poser aussi des stratégies. C'est le rôle des comités de bassin, mais c'est le rôle aussi sur chacune des rivières, des bassins, des sous-bassins, des sages, auxquels vous participez à l'agrément. Et je sais, et on en est pleinement conscience, que votre rôle dans ces organisations-là sont essentielles pour pouvoir effectivement déterminer des chemins de convergence et des chemins effectivement liés à la reconquête de la qualité de l'eau et de la biodiversité. Je salue aussi, et je remercie les présidents et les sénateurs présents ici à la tribune. J'entends aussi leur message et je souscris aussi sur les remerciements qu'ils ont apportés aux différents acteurs que vous êtes. Alors j'entendais à ma gauche effectivement qu'on était les agences, celles qui relevaient la redevance. Alors oui, et la ministre l'a rappelé tout à l'heure, c'est 7,7 millions d'euros de redevances qui sont prélevées chaque année pour un retour de 12 millions en moyenne sur le dernier programme, mais en année aujourd'hui normale, si on enlève les années Covid, on est plutôt aux alentours de 14 millions d'euros. Alors certes, il y a différents volets dans cette partie de redevances. Une partie liée à la connaissance, l'amélioration de la connaissance, l'amélioration aussi des études techniques sur l'eau, les milieux aquatiques. Et puis il y a une partie aussi liée à l'éducation à l'environnement. Et je voudrais y revenir parce que je pense qu'il n'y a pas d'amélioration. La ministre a annoncé des sujets sur les aires effectivement éducatives, et vous y participez, et vous avez toute votre place, mais il n'y aura pas de compréhension sur l'eau si on n'est pas capable de donner les enjeux. Et votre rôle est essentiel pour pouvoir effectivement, quand c'est le cas, éduquer à l'eau. Alors d'ailleurs, les jeunes publics, comme des touristes, comme des enjeux, il faut qu'on élargisse là-dessus. Mais on voit qu'on a un manque de connaissances. Comparé, monsieur le député, à ce que vous avez réussi à créer sur l'énergie depuis quelques années, il est fort de reconnaître qu'avant 2022, les grands médias se sont quand même assez peu intéressés à nos milieux aquatiques et à l'eau. Heureusement, ça change. Maintenant, il faut aller au-delà du simple slogan dans la presse et de pouvoir expliquer quels sont les enjeux, et c'est complexe. Parfois peut-être trop complexe, j'entends et j'y reviendrai. Donc cet enjeu-là est nécessaire. Et puis le deuxième volet, c'est sur des volets d'investissement. Je l'avais déjà dit dans un précédent congrès, mais votre rôle est essentiel pour pouvoir permettre des investissements notamment liés à la continuité écologique, là où c'est nécessaire et là où on n'a pas forcément d'autres solutions. Et je reviendrai sur l'enjeu qui était précédemment évoqué, sur la petite hydroélectricité, comme le disait le député et le sénateur. D'ailleurs, le potentiel n'est pas énorme. Moi, je le vois sur mon bassin. On a parfois fait le pari, on dit, banco, on était interpellés, on veut développer l'hydroélectricité, etc. Étudions. On l'a fait sur le Pays Basque, on l'a fait sur le Béarn, on l'a fait sur une partie d'Occitanie, et on va l'étendre sur l'ensemble de l'Occitanie. Et le résultat, c'est que parfois, sur 500 ou 600 seuils, on sort avec 12 seuils avec un potentiel, et 3 seuls avec une rentabilité éventuellement économique. Donc l'enjeu, il reste relativement assez circonscrit. Donc on n'est pas là sur de la massification, il faut le regarder, et il faut regarder effectivement pour que ça puisse se passer de façon sereine et positive. Troisième chose, c'est l'impact du changement climatique en 2022. Donc oui, il y a un impact sur les milieux aquatiques qui a été majeur. Et ce n'est pas forcément celui qu'on a parlé. On a parlé des sécheresses des sols, on a parlé effectivement de la baisse parfois des débits, mais rarement des incidents de problématiques sur l'eau potable. Et l'eau potable a été très touchée. Même sur mon bassin où on a connu des sécheresses précédentes, on a quand même connu 400 communes qui ont été en rupture. Il a fallu réalimenter par citerne, parfois par de la mise en bouteille. Mais le vrai enjeu, là où l'incidence a probablement été la plus importante, c'est bien sur les milieux aquatiques. Et ça, c'est un enjeu effectivement important. La ministre l'a évoqué, votre proposition d'avoir un observatoire est essentielle et nécessaire, et on y souscrit, et les directeurs d'agence, nous sommes prêts à vous accompagner, à travailler avec vous pour avoir un suivi de la température, mais aussi avoir un suivi lié à l'incidence sur les milieux aquatiques, et d'avoir quelque chose, un outil qui soit lié en temps réel. Et demain, on aura besoin
Et d'ailleurs, le bassin d'Or-Garonne, je ferai une inclusion sur le bassin que je connais le mieux. On a déposé avec le président de bassin, Alain Rousset, une proposition d'un système demain, pour à horizon 5 ans, de pouvoir avoir un outil de vigie sécheresse comme on a aujourd'hui un outil de vigie crue. C'est-à-dire un système qui puisse centraliser l'ensemble des données, que ce soit ceux de l'observatoire de demain, comme ceux d'EDF, comme ceux effectivement liés aux collectivités, sur l'eau potable, sur l'irrigation, sur les enjeux et les besoins en termes d'énergie, de voir quelque chose qui soit mutualisé et qui puisse, en fonction des prévisions météorologiques, donner un peu des aspects prospectifs sur l'état des milieux et de pouvoir anticiper les solutions à mettre en œuvre. Donc j'y souscris et c'est probablement un enjeu important à travailler dans la prochaine convention qui prendra part en 2025 pour la période 2024-2027. Donc, le deuxième sujet que vous avez évoqué, c'est sur les redevances. J'entends votre questionnement, mais vous l'avez compris, on est quand même plutôt dans un paradigme où l'enjeu de la solidarité sur l'eau va être de plus en plus fort. L'enjeu, effectivement, pesé aujourd'hui sur cet enjeu-là et repose essentiellement ou principalement sur la redevance sur l'eau potable et sur l'assainissement. Et c'est ça l'enjeu. Donc il y a une réforme qui a été initiée, qui a été d'ailleurs initiée par Olivier Thibault à l'époque, quand il était encore directeur de l'eau et de la biodiversité, qu'on va probablement regretter, mais qu'on appréciera dans ses nouvelles fonctions, je n'en doute pas, va probablement emmener un nouveau paradigme dans les agences. Et on est dans ces débats-là, pour ceux qui siègent dans les communautés de bassin, c'est le débat actuel, à quel niveau on met les redevances et comment on fait pour effectivement pouvoir augmenter de 20% à horizon de 475 millions d'euros pour le prochain programme, et c'est maintenant que ça se décide, les redevances des agences pour accentuer cette solidarité et sécuriser la qualité de l'eau et de l'assainissement. Et les présidents de bassin l'ont appelé de leur vœu, les membres des bassins l'ont appelé de leur vœu, d'avoir les moyens nécessaires avec la difficulté du plafond mordant pour pouvoir mettre en œuvre ces actions. Donc c'est dans ce contexte-là, je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire, mais il faut qu'on puisse se poser, regarder, et par contre je suis assez convaincu qu'il y a un besoin de simplification de cette redevance. Simplification aussi des politiques d'aide des agences pour qu'elles soient plus en adéquation et pour qu'elles soient en capacité de répondre vite, mieux et plus efficace aux besoins que vous exprimez. Tout ça, il faut qu'on le pose en lien avec l'Observatoire et la construction de la future convention entre les agences de l'eau et la Fédération nationale de la pêche. Il faut aussi, face au changement climatique, qu'on puisse regarder cet enjeu de débit. Alors, l'enjeu du maintien des débits des cours d'eau, il est d'abord lié au changement climatique. Quand on nous annonce, et les scientifiques nous annoncent une baisse de 30 à 50% pour ce qui me concerne pour la Garonne, c'est un enjeu effectivement sur lequel il faut se poser 5 minutes et regarder quelles sont les actions. Et les actions, elles sont multiples. Il y a dans le plan eau effectivement une action majeure de préservation des zones humides. Thierry Guimbaud l'a évoqué tout à l'heure, il y a une action d'optimisation des ouvrages existants, que ce soit les canaux, les voies navigables de France, que ce soit les réserves hydroélectriques. Et sur le bassin d'Or-Garonne, on vient de boucler une étude sur 2 réservoirs, sur l'Hospitalet et la Rance en Aveyron, qui vont nous permettre à terme d'investissements importants, certes, mais bien moindres que si on devait recréer des ouvrages, de pouvoir améliorer de 20 millions de mètres cubes la capacité de sécurisation des usages de l'eau sur ces territoires-là demain face au changement climatique. Donc ça, c'est l'optimisation des ouvrages existants. Une étude vient d'être rendue, qui a été menée par les inspections du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, qui nous permet de recenser l'ensemble des retenues. On s'aperçoit que sur certains territoires, dans mon bassin par exemple, il y a des départements où la moitié des retenues existantes ne sont plus utilisées. Ben, regardons comment on peut les reconnecter, comment on peut redonner un usage, sachant qu'en plus, quand elles sont plus utilisées, parfois elles nous posent des problèmes de dégradation de la qualité de l'eau, parce que c'est une eau qui stagne, non utilisée, qui parfois, dans les périodes d'étiage, pose problème en termes de bactériologie notamment. Donc tout ça, il faut le regarder. Et puis l'un des enjeux, c'est aussi de préserver l'élevage. Le bassin d'Or-Garonne, par exemple, c'est 3 millions d'hectares de prairies naturelles, principalement dans les têtes de bassin. Aujourd'hui, on a perdu 15% de l'élevage français. 15% de l'élevage français sur les 5 dernières années. Au moins sur le bassin, je peux vous assurer que si on n'a pas les 7 milliards de mètres cubes qui sont stockés dans les prairies naturelles ou dans les zones humides, on n'est pas capable de sécuriser l'eau dans les milieux. Et en 2022, ça a été 50% des rivières qui ont été en assec. 50% des 128 000 km de rivières.
Et donc si ça, 2022, c'est une année moyenne, il faut aussi savoir sécuriser les atouts que l'on a et les potentiels que l'on a. Tout ça pour en arriver à un point que vous avez soulevé tout à l'heure sur la régulation, effectivement, et les multiples solutions à mettre en œuvre. Il y a probablement un enjeu sur la régulation, effectivement, des débits, un enjeu lié à l'évolution de la loi sur l'eau. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait là, pour pouvoir faire face à ça, alors je ne sais pas si c'est une nouvelle loi sur l'eau, mais en tout cas le couple moyen, aujourd'hui on les a avec le plan eau, et le couple effectivement règles communes, évolution des règles communes, on le voit sur la qualité de l'eau, on le voit sur la quantité d'eau, il faut effectivement qu'on ait un cadre commun qui soit en capacité de redonner des objectifs, redonner des solutions, parfois qui ne seront pas les mêmes non plus d'un territoire à l'autre, d'un sous-bassin à l'autre et d'une rivière à l'autre. Mais il faut qu'on puisse effectivement redonner du poids à cet enjeu-là. C'est des enjeux du Parlement, c'est des enjeux effectivement de réviser les objectifs, mais aussi de réviser les outils que l'on a en œuvre. Et on a besoin d'avoir une cohérence entre la directive cadre européenne et la PAC. On a besoin que cette cohérence ça se décline sur les territoires. On a besoin effectivement d'avoir des objectifs qui soient liés entre l'objectif d'avoir un bon état des eaux à horizon 2027, et pour l'objectif, c'est au moins d'avoir 50% à 70% pour un bassin comme le mien de bon état des eaux. Et pour ça, on aura besoin effectivement de revoir les objectifs, de pouvoir re-questionner. Je pense que la question, effectivement, est pertinente et elle est bonne. Voilà, donc c'est un enjeu important. C'est aussi un enjeu important lié à la préservation du bon état des eaux, de pouvoir effectivement redonner des perspectives, de pouvoir effectivement se poser les bonnes questions, notamment sur des enjeux aussi de régulation. Vous avez évoqué le cormoran, et peut-être que Olivier pourra aussi évoquer la régulation, et ces questions-là doivent être régulées, posées dans la régulation effectivement du silure. Je sais que vous n'êtes pas tous d'accord sur ce sujet-là. J'en ai pleinement conscience et je le vis aussi parfois avec vous. Mais en tout cas, on doit étudier. C'est-à-dire, moi j'ai assisté aussi à des situations où on voit bien qu'on a une diminution de piscicole et qu'elle peut être aussi multifactorielle. Et que probablement avec l'appui de l'OFB, si on a effectivement besoin de réviser des lois et des objectifs, on a aussi besoin d'étudier, de regarder et de repositionner effectivement des enjeux aussi principaux que ceux et fondamentaux que sont ceux effectivement de la régulation et de la préservation à la fois des grands migrateurs mais aussi de la qualité des milieux aquatiques. Et ça en fait partie et je pense que cette question effectivement des prédateurs doit être pleinement posée mais dans son ensemble comme l'a évoqué, comme ouvert la porte la ministre ce matin. Voilà, je vous remercie. Je ne serai pas plus long parce qu'on a déjà été, je pense, très long. Je souscris à la qualité des débats. Vous redire effectivement qu'on compte sur vous, que votre rôle est essentiel dans nos organismes de bassin, qu'on reste à votre écoute, qu'on reste ouvert aussi pour travailler ces enjeux-là. L'Observatoire me semble effectivement une proposition extrêmement pertinente dans le bassin. Il faudra, enfin, pour l'ensemble des bassins, il faudra effectivement qu'on soit en capacité de travailler ensemble et qu'on regarde effectivement comment ça s'intègre dans la future convention cadre qui doit se travailler dès maintenant. Merci, Monsieur le Président.